je me tourne vers vous, frère Samuel. Et je voudrais savoir, à la lumière de ce qui a été dit, quelle est d'abord votre perception de l'entrepreneuriat social, de cette mouvance qui émerge. D'autre part, l'approche par les grandes organisations qui essayent de réguler le monde et de résoudre les inégalités a pour le moment plutôt échoué. Est-ce que, et d'ailleurs, on disait la dernière fois lors de la conférence sur la crise financière, on parlait d'Alan Greenspan, qui admettait que ces modèles d'analyse, même du système économique, s'étaient révélés complètement faux, en fait, et inadaptés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être en partant du bas et en partant d'entrepreneurs sociaux, on peut arriver à résoudre les problèmes de pauvreté, les problèmes de santé, les problèmes d'injustice? Et peut-être deux autres questions aussi. Sur quel principe, peut-être la même question que pour Bénédicte, peut-on former des dirigeants qui portent en fait cette vision? Et puis, dernièrement, est-ce que l'entreprise peut résoudre la pauvreté? Et puis, pauvreté, je pense à d'autres pauvretés qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure, des pauvretés psychiques, je pense au cas aussi de suicide dans l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise peut répondre à ça aujourd'hui? Et est-ce qu'elle peut faire le bien? Voilà. Merci. Moi, j'avais envie de repartir de cette expérience de Belém. Alors, je n'étais pas à Davos, je n'y suis allé que 3 fois dans ma vie, précisément parce que comme les gens qui étaient sur le même lieu ont commencé par se séparer, les uns à Davos, les autres à Porto Alegre, je pense d'ailleurs que c'est ça qui les a appauvris les uns et les autres pour le coup. Ce qui est frappant, moi je me concentrerai sur cette question de la pauvreté, puisque c'est quand même autour de ça qu'on travaillait. Au fond, non pas le modèle, mais l'expérience qui m'intéresse le plus, c'est celle de Muhammad Yunus. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à la conversion d'un économiste ayant appris à fonctionner selon des modèles, à une approche totalement différente. Je pense que ce que fait Yunus n'est pas modélisable. Et la preuve, c'est que quelques-unes de ces bonnes pratiques fonctionnent ailleurs, mais la plupart ne fonctionnent pas. Le microcrédit, ça ne marche pas en France. Son structure de responsabilisation ne fonctionne pas non plus bien en Afrique. D'ailleurs, si ça marchait, on le saurait, parce que l'ensemble des pays et même des micro-organismes de développement, tout le monde l'aurait mis en œuvre. Pourquoi ça ne marche pas ailleurs? Parce que ce que fait Yunus ne dépend pas d'abord de sa compréhension économique, mais d'abord de la compréhension des ressources culturelles du pays dans lequel il est. Et notamment de la compréhension de la manière dont les personnes qui vivent dans ce pays, notamment les femmes, vivent de l'expérience de la responsabilité. Voilà. Je pense que c'est ça la clé, donc elle n'est pas économique la clé. Elle est anthropologique. Et ça c'est intéressant. J'allais dire, et je reviens à tout ce que vous disiez, c'est que je pense que l'approche par modèle est par essence une approche qui est vouée à l'échec dans le cas de la pauvreté, puisque, j'allais dire, d'un côté, le modèle de la gestion industrielle de la pauvreté a donné certains résultats. La gestion industrielle de l'économie occidentale dans les 50 dernières années a diminué la misère, cet objectif, de manière, j'allais dire, qui, dans les intentions étaient humaines, dans les modes d'organisation, était parfaitement celle d'un produit industriel. Donc on s'est occupé des individus, de leurs problèmes de santé, exactement comme on s'occupe d'une voiture qui fonctionne bien ou qui fonctionne mal. Donc, j'allais dire, la préoccupation de l'humain n'avait d'une certaine manière rien à voir avec ça. Il suffisait d'inonder un pays de suffisamment de médicaments de base et de se débrouiller pour que les organisations économiques minimum, qu'elles fonctionnent de manière humaine ou pas, d'ailleurs ça avait peu d'importance, fonctionnent pour que la misère diminue. On sait par exemple que la santé n'est pas une question de bienveillance, de charité, de moralité, elle est simplement une précaution d'usage dans un certain nombre d'aliments, et que ce n'est pas d'abord les médicaments qui ont diminué la mortalité, mais d'abord un minimum d'hygiène. L'hygiène, ça n'a rien à voir avec la bienveillance, l'altérité, la charité ou l'intelligence de soi, c'est simplement une précaution d'usage. Donc j'allais dire qu'on peut rentrer dans le crâne des personnes par obligation, par contrainte, par peur. Donc on peut chercher à diminuer la pauvreté par pur résultat. On a aussi mis l'exemple dans l'histoire de désir de diminuer la pauvreté par charité, de ne jamais y arriver. Et donc je pense que la vraie question, elle est derrière de quoi parle-t-on exactement quand on parle de pauvreté. Je pense que c'est ça la question. Et il me semble que, comment dire ça, plus il me semble qu'il y a deux types de pauvreté. Ce que j'appellerais la pauvreté classique. La pauvreté classique, elle lie un double facteur. C'est un manque de moyens matériels. Enfin, d'abord, la pauvreté, c'est ne pas parvenir à bien vivre. La misère, c'est ne pas parvenir à vivre. C'est-à-dire se contenter de survivre. Donc, je pense qu'on passe, en dessous du survivre, on est mort.
Et donc la survie dans la recherche permanente d'un vivre, ça c'est la misère. Et dans les situations de misère, on n'a qu'une seule préoccupation, c'est de vivre. La pauvreté, c'est de ne pas pouvoir passer du vivre au bien vivre. Beaucoup de sociétés vivent dans la pauvreté, elles n'en ont pas moins développé de magnifiques cultures, de grande spiritualité, et elles n'empêchent pas un nombre important d'individus de vivre un certain bonheur au présent. D'accord ? On a tous expérimenté, voilà, fait l'expérience de pays, de lieux dans lesquels une certaine pauvreté est conjuguée avec une certaine joie de vivre, non pas un bonheur au sens absolu. On a inversement fréquenté, et on en fréquente de plus en plus, des pays dans lesquels la surabondance n'est absolument pas connectée sur le bonheur. L'absence de pauvreté n'a pas du tout l'air d'être connectée à un mieux-être sur le plan profond, on l'a souligné tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut être précis. Sortir de la misère, on en sort, j'allais dire, d'abord par des moyens matériels. Parce que donner à manger à quelqu'un, lui donner le couvert, lui donner le minimum de ce qui l'empêchera de mourir, j'allais dire, voilà. Ensuite, quand il faut sortir de la pauvreté, la question elle est différente. Les moyens matériels ne suffisent pas, il faut aussi l'éducation ou, pour être plus précis, la connaissance. Parce que ce que nous appelons, nous, éducation, au sens occidental, n'est pas la même chose. Parce que souvent, on pense qu'on a apporté l'éducation, comme si les civilisations n'éduquaient pas les gens. Ils ne les éduquaient pas au même savoir-être, ils ne les éduquaient pas au même savoir-faire, ça ne veut pas dire qu'ils ne les éduquaient pas. Donc si ce qu'on appelle l'éducation, c'est l'intégration des modes de fonctionnement efficaces par lesquels on va améliorer les choses matérielles grâce à nos modèles technoscientifiques, moi c'est pas ce que j'appelle de l'éducation. J'appelle ça un certain savoir-faire, un certain d'ailleurs même savoir utiliser, pour être encore plus précis, plus qu'un savoir-faire, à l'égard d'objets techniques. Ensuite, l'Occident a-t-il apporté véritablement un gain éducatif à l'ensemble de la planète dans sa phase première colonisatrice et deuxième colonisatrice, la première étant colonisation par obligation, la deuxième étant colonisation sous forme telle que nous la développons depuis les années 70, c'est-à-dire en proposant nos savoir-faire à la planète et en les vendant, souvent assortis d'ailleurs d'alliances économiques, et donc voilà, en invitant les colonisés à souhaiter être colonisés, pour être plus simple, hein, c'est-à-dire adopter nos modes de fonctionnement, et à la fois mentaux, et à la fois comportementaux, et à la fois économiques. Et donc je pense que là on peut dire que la pauvreté, elle implique que cette dimension de culture, c'est-à-dire cette dimension de connaissance, elle me paraît essentielle dans la sortie de la pauvreté. C'est la grande thématique des années 70 autour du développement. On ne sort pas de la pauvreté sans le développement. Et le développement, c'est une certaine culture. Nous étions dans les années 70 dans la naïveté de croire que c'était notre culture qui, implantée dans les cultures des gens sous-développés, allait les rendre plus développés. L'expérience de la fin du XXe siècle nous montre qu'il n'en est rien. C'est-à-dire qu'à côté de cette pauvreté classique, s'est développée depuis maintenant 20 ans une pauvreté nouvelle, qui est une pauvreté... Le jour, j'étais en Guinée, je n'étais pas à Davos, je n'étais pas à Belém, mais j'étais en Guinée et j'étais face à des jeunes étudiants en université Guinée-Conakry. Et en leur parlant, je me suis dit tout d'un coup, mais au fond, il faudrait développer une nouvelle catégorie de pays. Il y a les pays développés, les pays en voie de développement, puis il y a une troisième catégorie, c'est les pays mal développés. Et la plupart des pays occidentaux sont des pays mal développés. C'est-à-dire des pays dans lesquels la richesse matérielle est en train de grandir proportionnellement à la diminution de la capacité à se connaître soi-même, à s'aimer soi-même, à entrer en relation avec autrui, à entrer dans une relation de confiance avec autrui, et à faire l'expérience minimum d'un bien commun collectif. C'est-à-dire que l'Occident, et maintenant je pense qu'on peut commencer à le dire de manière claire, on pourrait même d'ailleurs inventer des indicateurs, ça ne serait pas très difficile, est face à une nouvelle pauvreté qui est le décalage complet qu'il y a entre l'extrême complexité des outils que nous avons construits et l'extrême pauvreté intellectuelle, personnelle dans laquelle nous sommes face à ces outils. Je serais même plus précis, notre sagesse n'a pas augmenté avec la croissance de la complexité des outils et de leur usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à sagesse égale, pourvu que nous en ayons une, nous avons inventé des outils qui en réclameraient beaucoup plus. Hein, je vais le redévelopper. Mais même nous avons diminué en compétences personnelles du point de vue de la compréhension de nous-mêmes, ou en intelligence de soi, en intelligence humaine, pour la bonne raison que le modèle anthropologique ou la vision humaine que nous avions a été mis à mal, de l'intérieur et de l'extérieur, mis à mal de l'extérieur par la diversité culturelle. Donc nous savons aujourd'hui que nous n'avons pas nécessairement beaucoup de bonnes raisons d'avoir pensé jusque-là ce que nous pensions de nous-mêmes. Enfin, nous ne sommes pas sûrs du tout, nous sommes d'ailleurs souvent dans le doute, quand ça n'est pas dans le soupçon par rapport à notre vision un peu archaïque, humaniste, si vous voulez. Et puis de l'intérieur, parce que sans avoir besoin des cultures externes, nous nous sommes mis à douter de nous-mêmes. C'est-à-dire à considérer qu'effectivement, voilà, nous n'étions capables que de nous mettre de fonctionner, vous le disiez tout à l'heure, de mettre en œuvre des comment, mais que sur les pourquoi, il n'était qu'une question d'opinion. C'est-à-dire qu'en gros,
On est dans une civilisation dans laquelle le pourquoi relève de la croyance, c'est-à-dire de la subjectivité arbitraire, ou de la subjectivité intéressée, d'accord? Et les seules choses sur lesquelles nous sommes absolument d'accord comme étant des connaissances objectives, ce sont les comment, et pour être plus précis, les comment de type technoscientifique, d'accord? Et donc, nous sommes tout simplement en train d'entrer dans une nouvelle barbarie, enfin même pas une barbarie, parce que les barbares étaient des gens civilisés, mais dans une forme d'obscurantisme nouveau que moi j'appellerais pauvreté. Très profondément, à la remarque de Mère Teresa disant « mais au fond, il y a beaucoup plus de pauvres chez vous que chez nous. Parce que chez vous, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et là-dedans, il y a un abîme, c'est-à-dire que par rapport à mon pays, vous êtes dans un état beaucoup plus grave. Pour moi, c'était pas du tout de la métaphore spirituelle, c'était simplement une espèce de constat, une évaluation, à mon avis, anticipatrice de la situation dans laquelle on est. Alors, où est-ce qu'il est le problème? Et il est précisément quand les deuxièmes pauvres veulent donner des leçons aux premiers. Voilà, et c'est ça dans lequel on est depuis 20 ans. C'est-à-dire que les pauvres anthropologiques veulent donner des leçons et des moyens de fonctionner aux pauvres matériels. Voilà. Et si, je suis un peu caricatural, mais je dirais le dysfonctionnement profond du rapport entre le Nord et le Sud, mais le dysfonctionnement profond, pour moi, de l'ensemble de la culture et même de l'économie occidentale vis-à-vis du reste du monde, elle est là. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas vus nous appauvrir au sens très radical du terme, et nous n'avons pas vu d'ailleurs la part de richesse anthropologique qu'ils avaient toujours et que nous avions déjà perdue, parce que non seulement nous avions déjà peu, enfin je parle de l'Afrique par exemple, le rapport au corps en Afrique, si vous voulez, a une santé minimum. Ils ont d'autres problèmes enfin, les conséquences de cette santé d'ailleurs dans leur corps posent des problèmes de comportement, notamment vis-à-vis de la sexualité, mais nous avons des problèmes pathologiques structurels dans le rapport au corps, ça fait maintenant 2-3 siècles. C'est-à-dire que nous sommes des handicapés, c'est typique d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, penser les choses en termes de modèle, c'est de l'ordre du handicap mental. Il faut être clair. Penser les choses en termes de modèle quand il s'agit de la science et de la technique, on le comprend parfaitement bien. Mais prétendre penser les fonctionnements humains sous la forme de modèle, moi je pense de plus en plus qu'il faut, on est dans le domaine du handicap mental. C'est-à-dire qu'on la pense sous forme de modèle parce qu'on n'est pas capable de la penser empiriquement. Hein? Donc, penser par exemple des modèles éducatifs. Pour moi, c'est intrinsèquement contradictoire avec la notion d'éducation. Penser des modèles de gestion des comportements familiaux ou des gestions de comportements de groupe, par exemple. Penser des modèles politiques. Pour moi, c'est intrinsèquement, philosophiquement, c'est même intrinsèquement inintelligent. D'ailleurs, nous avons maintenant 3-4 siècles de tentatives de mise en œuvre de nos modèles. Et nous savons que grâce à ces modèles, nous avons inventé les 2 pires moments de l'histoire de l'humanité, que sont le communisme et le nazisme. Et nous sommes en train d'expérimenter ces 3e moments, qui est moins terrible que les 2 premiers, qui l'est aussi, qui est la tentative d'application à la planète d'une planification de l'organisation économique. Donc nous sommes en train de vérifier les angles morts, puisque les angles morts de la crise sont d'abord des angles morts anthropologiques. Refus de voir les choses, de voir la réalité telle qu'elle est, non-appréciation du rapport des risques de la falsification du rapport à autrui, non-perception du rapport entre la sphère financière et la sphère économique, c'est-à-dire non-compréhension tout simplement même des rapports économiques entre les différentes réalités. Je suis très frappé de moi. Il y a encore 2 ans, on passait pour un imbécile quand on osait poser quelques questions sur la réalité et la pertinence économique et politique de l'espace financier et de l'économie financière. On passait pour un débile mental, quoi. Aujourd'hui, c'est très étonnant. On voit bien que... comment dire ça ? Et donc je pense que là, il y a une vraie question de fond. Et je pense que s'attaquer à la pauvreté, c'est donc s'attaquer à ces doubles questions. En quoi dépend-elle des moyens matériels ? Et là, j'allais dire, je pense que c'est très difficile de savoir en quoi dépend-elle des moyens matériels purs. Exempt de toute intelligence humaine, je n'en vois pas. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un moyen matériel pur, c'est-à-dire débarquer des sacs de riz ou tout simplement donner les moyens, même des moyens techniques, suffirait. Dans la durée, la sortie de la pauvreté, c'est le développement de l'homme. Et le développement de l'homme, c'est l'intégration des outils dans la sagesse et de la sagesse dans les outils. Et donc je pense que là, effectivement, on est face à quelque chose de tout à fait nouveau. Et tout ce que vous soulignez autour de l'entrepreneuriat social tourne autour de ça. Moi, j'ai entendu dans ce que disait Emmanuel Faber depuis tout à l'heure exactement cette question-là. C'est-à-dire... on fait ce qu'on peut avec ce qu'on sait aujourd'hui, mais on voit bien que ça ne suffit pas et que fondamentalement le modèle n'est pas le bon. On n'a pas le temps d'en reconcevoir un nouveau, et d'ailleurs c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Et donc il s'agit que l'expérience nous déstabilise et nous fasse sortir du modèle qu'on avait jusque-là pour engendrer progressivement en nous une autre manière de faire. Moi j'appellerais ça plutôt qu'un modèle. C'est-à-dire une manière de faire qui présente soit moins modélisable, alors on en vient à la problème de l'évaluation. C'est-à-dire que entrer dans cette nouvelle manière de faire, c'est aussi perdre des outils d'évaluation.
parce que le qualitatif humain n'est pas évaluable de manière directe, et quand il est évaluable de manière indirecte, on le sait, c'est très risqué. L'évaluation, si on évaluait le bien-être des membres d'une entreprise internationale française, comment on ferait? Il faudrait prendre quoi? Le taux d'alcoolisme, le taux de suicide, le taux de comportement à risque, le taux de divorce, quel taux faudrait-il prendre? C'est ça qui n'est pas commode. Sûrement pas la déclaration des gens. Parce que selon l'interrogation qu'on leur pose, il faut le savoir bien, un sondage, la plupart du temps ne récolte qu'une réponse aux questions, voilà, il ne fait que vérifier les réponses qu'il avait prévues, quoi. Selon la manière de poser des questions, très simple. Enfin, rares sont les sondages qu'on appelle les sondages ouverts, c'est-à-dire qui donnent la possibilité qu'on dise la question était stupide, j'en veux une autre. Vous savez bien. Donc vous avez à répondre, c'est un principe du QCM. QCM, ça va pour passer des examens, c'est pas intelligent quand on fait un sondage. Parce que si la question est mal posée, vous n'avez pas le droit de la poser autrement. Donc vous rentrez dans la grille socio-psychologique dans laquelle on vous a fait rentrer, et donc dans la modélisation préalable dans laquelle on vous a fait rentrer, donc vous n'avez les réponses qui ne correspondent qu'à la grille de lecture que vous avez déjà construite. Et donc je pense que la vraie question par rapport à la pauvreté, notamment dans l'entreprise, c'est que déjà en interne, parce que pour moi, je pense que l'entreprise n'est capable de développer en externe une responsabilité sociale diffusive, ou n'est capable de se lancer dans du développement durable au sens très fort du terme, ou dans l'entrepreneuriat social, que si évidemment il développe la même logique, vous l'avez dit, en interne. La réintégration dans un comportement humain normal chez les gens qui sont trop riches. Enfin, qui meurent d'avoir trop de moyens, pour être plus précis. Enfin, non, qui meurent d'être exclusivement au service des moyens qu'ils ont. C'est ça, c'est pas d'en avoir trop. Il faudrait être un génie pour réussir à s'en occuper, tout en restant parfaitement libre de leur usage. Faut pas rêver. C'est difficile d'avoir un écran plat, une voiture 16 soupapes, 3 maisons de campagne, 10 possibilités de vacances à l'étranger, et puis d'avoir 1000 activités plus divertissantes les unes que les autres, et rester complètement centré à l'intérieur de soi, ouvert à la réelle diversité, capable de rencontrer quelqu'un à Belém qui effectivement a une compréhension de la pauvreté qui est des fois idéologiquement anthropologique. On comprend bien que derrière il y a une idéologie sociale aussi, qui est une caricature qui est l'autre de notre idéologie à nous. Et donc je pense que la question elle est vraiment celle-là. Cette intelligence de l'approche de la pauvreté, donc de l'approche du développement de l'homme, on la voit chez Muhammad Yunus, on la voit chez les entrepreneurs sociaux qui d'ailleurs ne la ramènent pas trop sur le sujet. Parce que je pense qu'un entrepreneur social qui commence trop à vouloir décliner son business model et expliquer toutes les manières dont il a fait ce qu'il a fait, est déjà, comme les équipes de foot qui gagnent, d'ailleurs en train de perdre le match suivant. C'est-à-dire que ce qu'il a fait est valable là où il l'a fait, mais si ça se trouve, ça ne marchera jamais ailleurs. Ou alors il finira par chercher instinctivement les endroits où ça ressemble à là où il l'a fait, il l'a développé. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà. Et il évitera finalement les endroits où il risque de se trouver en état d'échec, qui d'ailleurs le ferait beaucoup plus mûrir qu'autre chose. C'est pas facile quand on a réussi d'aller vers l'échec pour l'étape d'après. Enfin, vous voyez, d'accepter de se planter parce que c'est là que c'est intéressant. Quoi. Pas de se planter, mais d'aller au bout de ce qu'on a commencé à comprendre, pour être plus précis. Et donc je pense que pour ça, il faut des expérimentations humbles, mais il faut aussi de l'analyse. Et aujourd'hui, je pense que ce qui manque, c'est d'être capable d'analyser une expérience autrement qu'avec des outils, encore une fois, de type sociologique, de type business model. Analyser autrement que sous forme modélisante, c'est la vraie question. C'est-à-dire faire un travail de discernement sur les fondements anthropologiques sur lesquels repose la réussite d'une activité de développement. J'en reviens à la responsabilité. La responsabilité, c'est pas un concept, d'abord. C'est pas un modèle, d'abord. C'est pas des processus, d'abord. C'est une manière humaine de s'engager dans l'action. Voilà. Comment ça, j'identifie ce que c'est qu'un homme responsable? Comment je favorise l'éducation, la croissance et la qualification de la responsabilité? C'est pas très difficile à développer un semblant de responsabilité dans un modèle homogène comme une entreprise internationale. Parce qu'on peut faire semblant d'être responsable sans l'être vraiment. On peut pas l'être pas du tout. Mais on peut l'être un peu, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pourvu que j'obéisse suffisamment au modèle pour que je lui sois conforme et que j'ajoute une petite note d'originalité qui montre que je ne suis pas complètement instrumentalisé. Vous voyez, pour faire simple. Dans toutes les institutions, on voit ça, jusque dans l'Église d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est comment vous dire ça, c'est l'institution, me donne les comportements clés qui vont permettre d'avoir une posture de responsabilité sans être vraiment responsable sur le plan personnel.
Or, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on vous l'a montré, on est dans un monde qui ne fonctionne plus. Enfin, j'allais dire, qui est... Voilà, la créativité est absente de ce mode de fonctionnement. Et donc, des change makers, pour moi, c'est des hommes responsables. Et la responsabilité, pour moi, elle implique 3 conditions. L'une, c'est l'acceptation humble et durable de la réalité. Ce qui est très difficile, surtout quand on a des idées, parce que nos idées sont mieux que celles de la réalité. Que ce qu'on rêve, c'est que nos idées permettent de changer le réel. Voilà. Ça, c'est l'erreur. Enfin, avoir des idées pour changer la réalité, ça crée des change makers uniquement dans le domaine techno-économique. Ça ne crée jamais des change makers dans l'ordre éthico-social. Les change makers dans l'ordre éthico-social, ce sont des témoins. Ce ne sont pas des gens qui ont des idées. C'est des gens qui sont authentiques. Ils n'ont pas besoin d'avoir des idées d'ailleurs. Par contre, ils sont intelligents, c'est pas pareil. Ils n'ont pas des projets d'abord, mais ils ont un respect humble de la réalité. Et il me semble que l'exemple de Yunus, c'est comme ça que je la commencerai. Elle a commencé par back to the reality, c'est-à-dire qu'il est revenu au réel et qu'il s'est aperçu qu'entre ses modélisations et la réalité humaine sur laquelle il voulait agir, il y avait un décalage. Il a accepté de se réimmerger dans la réalité humaine de ceux qui étaient ses concitoyens. La deuxième, je pense que c'est l'accompagnement. On ne devient pas responsable uniquement sur le tas. C'est pas vrai. Les autodidactes ne sont pas des gens durablement responsables. Enfin, des autres. Ils sont responsables de leurs idées, mais ils ont beaucoup de mal à être responsables des autres. Enfin, sauf s'ils ont eu... on n'a pas, mais ils vivent avec une épouse et de nombreux enfants, parce que ça vous change de l'autodidacte. Enfin, on n'est pas autodidacte longtemps, là. Parce qu'on est obligé de faire du benchmarking à plusieurs, là, pour essayer de, non pas de dégager les modèles, mais d'essayer de s'en sortir pour être pas complètement dépassé pour l'enfant suivant. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation des enfants est un livre absolument incroyable de formation à la responsabilité accélérée. Si vous en avez 3-4, alors ça c'est super, de toute façon vous êtes dépassé tout le temps. Et là vous avez besoin d'être accompagné. Et donc la deuxième c'est l'accompagnement. C'est-à-dire je pense pas que selon la grande tradition d'ailleurs de toutes les sociétés classiques, je pense que la responsabilité ça prend auprès d'un aîné. Ça prend pas uniquement par soi-même. Donc elle n'est pas simplement une maîtrise d'outils, une maîtrise d'efficience, une maîtrise des composants d'une réalité. Elle est aussi une manière de s'engager librement par rapport à la responsabilité qu'on a. Ça s'apprend qu'auprès d'un aîné. Et puis troisièmement, je dirais que la responsabilité implique un sens éminent et stimulant de la fragilité personnelle et collective. Et donc, et je pense que ça c'est le grand lieu, et moi je l'entendais dans ce que vous disiez, positif hein, l'un et l'autre. Le grand lieu de modification c'est ça, il faut ce sens de la réalité, il faut cet accompagnement auprès d'un aîné, et puis il faut ce sens profond de la fragilité. Alors pour moi il n'est pas possible ce sens positif de la fragilité si on ne combine pas une capacité d'analyse en profondeur et un sens très aigu des limites de l'analyse. Une capacité d'analyse en profondeur. Je pense qu'aujourd'hui la gouvernance elle n'est pas possible si on n'approfondit pas la compréhension des choses. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse gouverner sans prendre le temps d'intérioriser. S'il n'y a pas le temps de la réflexion, le temps, vous comprenez bien, hein, de l'analyse en profondeur, du discernement en profondeur, je ne pense pas que l'interaction avec l'expérience suffise. Il y a un moment donné, il faut arrêter l'expérience et il faut l'intégrer. Ça, c'est du travail sur soi, c'est de la réflexion, c'est de la méditation, c'est de l'analyse, au sens profond du terme. Et puis en même temps, il faut en même temps avoir le sens de la limite de cette réflexion, parce que vouloir réfléchir, il y a un moment donné, il faut agir, quoi. Et donc il y a un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. Et voilà, comprendre le moment où on n'a pas le temps d'avoir tout compris avant d'agir, mais on a chaque fois qu'on a un stock d'expériences nouvelles, déstabilisantes, et dans lesquelles d'ailleurs on a commencé à se rater, la nécessité de repasser à ce temps de l'intériorisation. Donc je dirais que, comment vous dire ça, pour moi la formation à la responsabilité, et notamment dans les situations où on est face à la pauvreté, donc on est face, j'allais dire, au moment clé dans le tournant de la vie des personnes. Hein. C'est très frappant de voir que c'est les moments personnels, d'ailleurs spirituels, sociaux, professionnels ou matériels, dans lesquels on est en état de pauvreté, que les moments clés de notre vie se trouvent. Hein. Les grands tournants, on les prend dans les situations de pauvreté, c'est très bizarre. Parce que c'est là où on prend des orientations dans le développement. Vous voyez, la pauvreté, c'est le moment où voilà, il faut choisir dans les manières de se développer. Et donc je pense que plutôt que de vouloir s'acharner à une réduction quantitative de la pauvreté uniquement par statistique, même s'il faut s'acharner à réduire la misère, à la supprimer si on peut, il y a vous l'avez dit d'ailleurs, une espèce de coopération, de partenariat avec les peuples, les civilisations, les lieux, les personnes auxquelles on peut proposer une part de développement possible, plutôt nous sur le plan technique,
mais sur lequel ils ont, eux, à exiger légitimement que la part de sagesse qui est présente dans leur culture soit respectée dans ce développement. Voilà. Et là, je pense que voilà, ça réclame une espèce, vous l'avez compris, une espèce de conversion philosophique radicale, qui est de quitter nos modèles cartésiens pour revenir à une espèce de réalisme empirique et analytique. Oui, Père Samuel, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un grand travail à faire pour comprendre ses responsabilités et avoir une nouvelle, et retrouver une certaine intelligence humaine. Et Emmanuel Faber, vous disiez aussi que c'est dans des situations de pauvreté qu'on peut découvrir justement cette intelligence humaine. Et je voulais personnellement vous demander si vous ne pensez pas que notre époque, au moins les quelques années qui viennent, au moins cette année, n'est pas une période de pauvreté, y compris en France, au sens où, une pauvreté intellectuelle, au sens où, par exemple, les étudiants qui sortent d'école de commerce en 2009 sont un peu démunis par rapport à ceux qui sont sortis ne serait-ce qu'en 2006. Le modèle économique ne les porte plus. Et beaucoup ne s'attendaient pas à avoir à être dans des situations de recherche d'emploi aussi longues comme ils le sont aujourd'hui. Donc une certaine... Et aussi, et ça s'applique un peu plus généralement dans le pays, un renouveau de la précarité. Est-ce que cette précarité qui va venir ne va pas redévelopper des nouvelles formes de solidarité, un peu ressouder les communautés humaines, ne serait-ce qu'entre voisins, tout bêtement, les contacts humains, redévelopper une certaine forme de contact humain. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est une époque assez favorable à cette redécouverte de l'intelligence humaine? Alors, moi j'entendais dans ce que développait Emmanuel Faber, cette rencontre-là, toujours de Belém. Je ne sais pas exactement qui vous aviez devant vous, là, qui est sorti de la salle. Il est probable que ce soit quelqu'un qui ait une bonne formation marxiste, marxienne même. Donc il faut rappeler qu'elle est une pensée du processus pur. Hein. Et moi ça me semble intéressant, c'est intéressant de voir que la pensée marxiste a cru pouvoir s'emparer des pays en voie de développement comme la nouvelle ressource, vous voyez, c'est-à-dire que jusque-là c'était le monde ouvrier, et puis je dirais la nouvelle ressource de la pensée marxiste, aujourd'hui, c'est le monde pauvre. Et ce que vous notez, c'est-à-dire cette espèce qui est le mouvement même de la vie, hein, dans lequel, qui est au fond en dessous de tous nos modèles, vient rencontrer de manière frontale cette espèce encore une fois, de modélisation abstraite de la vie dans laquelle on a construit notre système occidental. Alors, il me semble, personnellement, et là je suis d'accord avec ce que disait Thomas, la situation dans laquelle on est intéressante, c'est qu'il y a un tertium quid, qui n'est ni le processus pur, ni le je suis quitte, c'est-à-dire la construction sur l'ego, quoi. C'est ce que Ricoeur, Lévinas ont développé, c'est l'altérité. Parce que l'altérité, elle est à la fois de l'ordre du pourquoi et du comment, c'est ce qui est intéressant. Et il me semble qu'elle est là la vraie question. Aujourd'hui, on le sait, alors on le sait de plus en plus, Mère Teresa toujours, qui a beaucoup vécu de la pauvreté, disait la problématique c'est qu'en France, quand vous aidez quelqu'un qui est dans la rue, il vous crache au visage, il ne veut pas de votre aide. En Inde, vous aidez quelqu'un qui est en train de mourir, il vous sourit. Enfin, passé la première peur, il y a une reconnaissance. Et il me semble que voilà, ça marque la problématique du rapport d'altérité. Et il me semble que même sortir quelqu'un de la misère, et c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui la pauvreté au sens fort augmente, parce que nos modèles individualistes ne fonctionnent plus, le modèle du processus ancestral ne fonctionne plus parce qu'on l'a quitté depuis longtemps nous et qu'on ne va pas pouvoir y revenir comme ça. Et la seule chose qui nous reste, c'est l'altérité. Alors, il y a deux manières de penser l'altérité, ou bien c'est l'amour généreux, romantique, à l'occidental et à la manière chrétienne, c'est-à-dire toi qui vas bien et celui qui ne va pas, d'ailleurs qui n'a rien de chrétien, hein, mais qui est encore une espèce de... C'est peut-être l'ancêtre d'ailleurs de cette logique occidentale qui fait qu'on veut du bien à l'autre, surtout parce qu'on pense son bien à l'autre, et qu'on ne voit pas l'autre comme il est, parce qu'à ce moment on arrêterait de le penser, et l'autre est le bien. Oui, parce que l'autre, ça ne se pense pas, ça s'accueille, ça vous déstabilise, ça vous donne précisément une autre manière de réfléchir, qui est moins dans la pensée, et qui est plus dans ce que j'appelle, moi, proprement parler, l'intelligence. Et ça rejoint ce qu'on disait sur l'apprentissage, c'est-à-dire que je pense que l'altérité, les deux lieux d'apprentissage fondamentaux, c'est le travail, mais non pas le travail comme process, le travail comme confrontation à l'objet, et qui effectivement est chargé aussi d'affectivité, qui n'est pas purement technique, hein, mais qui aujourd'hui est de plus en plus difficile dans l'entreprise, parce que la confrontation à l'objet brute comme telle, elle est très difficile, on ne l'approche qu'à travers 1000 outils,
c'est pas facile de savoir où est la frontière entre soi, l'outil et l'objet. Mais ce qui nous reste, et là la frontière elle est claire pourvu qu'on soit un peu réveillé, c'est dans le rapport à l'autre. Il me semble que voilà, le grand déficit de la manière internationale d'avoir tenté de supprimer la pauvreté depuis 30 ou 40 ans, et ce qui est encore en déficit dans les modèles simplement de développement durable, c'est le fait de les fonder précisément sur ce rapport d'altérité entre celui qui voudrait apporter quelque chose et celui qui a peut-être besoin d'une part de ce que l'autre lui apporte, enfin, avec toutes ces précautions-là. Et peut-être même en termes de partenariat, c'est-à-dire que moi je suis très frappé avec l'Afrique, la relation change complètement quand on envisage un vrai partenariat dans l'altérité. C'est-à-dire que quand on va découvrir ce que l'autre, enfin vous voyez, la pauvreté dont l'autre me sort, et celle dont je vais le sortir. Je pense que les lieux où les modèles, enfin pas les modèles, mais vraiment où les entreprises, entre guillemets, dites sociales fonctionnent, ça n'est pas tant à cause de la générosité qu'elles prônent, autour de il faut y croire, on va changer le monde, ni autour de on va vous montrer par quel modèle ça marche. Je pense qu'à la fin, la vraie clé, c'est le fait que certaines personnes, en nombre suffisamment important, ont choisi d'avoir une démarche d'altérité. C'est-à-dire d'acceptation de la diversité de la personne avec laquelle ils parlent, de ce que vous disiez tout à l'heure, accepter de commencer par dégager un espace de dialogue avant même de pouvoir dialoguer, et pas considérer que ma manière française de dialoguer vaut pour un Philippin, vaut pour un Togolais, que la manière dont un Togolais dialogue n'est pas la même que celle d'un Camerounais, qu'au sein du Cameroun vous avez 200 ethnies, et que voilà, chacune a une manière différente, avec des bémols des fois très importants, dans la manière de dialoguer. Il me semble que la vraie question elle est là, et donc je pense que collectivement c'est la question dans laquelle on est. C'est-à-dire que on ne reconstituera pas le lien social par des projets collectifs, s'il n'y a pas de rapport à l'autre. Voilà. On ne la reconstruira pas sur une idéologie ou des modes de fonctionnement collectifs, on ne la réintroduira que si, la même chose, la solidarité est fondée sur une altérité, pas simplement sur une obligation immédiate de survie. Ça ne suffit pas à faire l'altérité. Donc il ne faudrait pas qu'on redevienne solidaire, comment dire ça, au sens rural du terme, parce que dans le monde rural, l'autre m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la contrepartie réciproque que nous nous apportons à une solidarité intéressée, on va dire, mais voilà, dans laquelle il n'y a pas toujours plus que l'intérêt. Les marchés marchent même quand les gens sont bêtes. C'est bien d'avoir un système qui marche avec des gens qui ne veulent pas forcément aller ensemble. C'est moi qui répondrai à cette question-là, c'est que, en fait, ils n'étaient pas si méchants que ça, les gens. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous formatés selon la même structure culturelle et éducative. L'ensemble des acteurs des marchés économiques jusqu'à il y a 30 ans étaient tous formatés selon la bonne morale occidentale. Et donc, ils étaient finalement extrêmement raisonnables, pas du tout méchants. Les gens vraiment méchants, ça fonctionne autrement. Et on commence à assister à un monde dans lequel les gens fonctionnent méchamment, au sens où vous l'utilisez là. Je pense que la dérive dans laquelle enfin, vous voyez, la manière dont les gens chargés de la surveillance financière américaine se sont permis de fermer les yeux sur ce sur quoi ils se sont permis de fermer les yeux, ça relève de la méchanceté, selon votre concept à vous. Là, ça devient vraiment dangereux. Et donc, tout simplement, si le gaufrage moral et culturel qui permettait que le comportement des acteurs soit à peu près homogène, et donc on construit des modèles mathématiques de l'espace économique homogène, puisque les acteurs étaient tous formés aux mêmes lois éthiques fondamentales, même s'ils étaient, entre guillemets, des gens qui moralement étaient jugés comme faisant des bêtises. Mais ça, c'est de la méchanceté secondaire par rapport à la... Je pense qu'on entre dans la méchanceté économique. La Chine se comporte d'une manière méchante économiquement. Ça veut dire que tout simplement, elle n'a absolument pas les référents éthiques et culturels qui sont les nôtres. Donc elle ne juge absolument pas de l'honnêteté, de la malhonnêteté, de la justice, de la justesse ou de nous sommes qui de la même manière que nous. Tout simplement parce que... Et c'est culturellement affiché. Hein, voilà. Donc là, je dirais qu'on est dans une nouvelle donne. Donc on ne peut plus s'appuyer... Vous savez, c'est comme quand Machiavel s'amuse à expliquer que l'important, c'est la férocité et la force et le pouvoir de celui qui gouverne. Il dit ça dans un contexte culturel dans lequel on est dans l'hypermoralisation. Donc c'est très vrai que dans un monde hypermoral, il faut des gens qui ont un peu le sens du réaliste, quitte à être brutal. Machiavel appliqué sans cet arrière-fond moralisant, ça ne donne pas tout à fait la même chose. D'accord ? Ça donne la tyrannie de manière contemporaine. Et donc je pense que, moi, quand je parle de l'altérité, c'est pas l'altérité au sens de la générosité, vous voyez, je sais pas comment dire ça, aimante à l'égard du prochain, le fait qu'il faut se soucier de ses frères, je parle pas du tout de ça. Hein. Je parle des conditions fondamentales de survie humaine à l'égard d'autrui. C'est-à-dire,
ou bien je ne sais pas qui est autrui, c'est un pur étranger, nous ne pouvons plus vivre ensemble, ou bien je suis dans un rapport de domination envers autrui, ou bien je lui suis subordonné. Dans ces trois cas, ça dysfonctionne. La seule condition humaine pour que l'humain fonctionne un minimum, c'est qu'il y ait un minimum d'altérité. Le monde rural nous formait à un minimum d'altérité. Nous sommes aujourd'hui dans une dérégulation de ce cadre rural, et je pense que nous ne pouvons plus vivre sans choisir l'altérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la confiance est de l'ordre du choix. Elle n'est pas de l'ordre de ce qui s'impose structurellement par la vie collective. Voilà. Et donc là, effectivement, on est dans l'ordre de la décision interpersonnelle. Donc, pour moi, elle n'est même pas morale, elle est pré-morale. Alors, je rebondirai sur l'aspect qualitatif et quantitatif. Je pense qu'il faut des éléments quantitatifs, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des indices. Mais à la fin, il faut un élément purement qualitatif. Pourquoi ? Parce que seul un élément purement qualitatif et non évaluable permet de distinguer une secte d'une religion ouverte. C'est-à-dire qu'il faut que le système d'évaluation soit lui-même ouvert, que lui-même il soit en altérité. Donc il faut que, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qu'on vient de vivre avec la finance. Si ce sont les évaluateurs qui construisent des évaluations et qu'on est dans le même univers culturel entre les évaluateurs, les évaluations et les choses évaluées, c'est fini au bout d'un certain temps. Rien ne nous préserve, encore une fois, de la barbarie humaine. Enfin, moi je prends souvent cet exemple, l'Allemagne de 1933 avait un fonctionnement tout à fait cohérent sur le plan politique, avec même un certain respect de la démocratie. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, voilà. Et donc je pense qu'il faut que, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut évidemment, parce que la charité généreuse qui ne repose que sur la bonne volonté des gens, ça finit par donner n'importe quoi, il faut des évaluations serrées, mais à la fin, il y a une décision qui repose sur le discernement humain et qui lui n'est... Et donc c'est là qu'on voit l'importance des acteurs, enfin voilà, de nouveau, de la liberté qu'ont les acteurs à l'égard de l'entreprise. Je pense qu'il y a des endroits où c'est difficile d'évaluer comment un dirigeant est libre de son pouvoir. Pourtant, c'est ça, à la fin, la question clé. Et je pense que là, la manière dont les conseils d'administration multiplient les acteurs externes, introduisent au cœur même du conseil d'administration des gens qui l'obligent à s'ouvrir à d'autres acteurs, que ça me semble essentiel. C'est-à-dire que la société civile, dans sa diversité, soit véritablement représentée, entre guillemets, jusqu'au cœur de l'entreprise. Ça me semble une des conditions de sa fécondité sociale. Voilà. Et je finirai par la pauvreté intérieure. Il me semble que ce qu'essaye de faire Danone, comme toutes entreprises, c'est ce qu'a tenté de faire Junius, relève de ce que j'appellerais la pauvreté prophétique. C'est ça la pauvreté intérieure, c'est-à-dire le fait qu'à un endroit on choisit la pauvreté volontaire, c'est-à-dire de ne pas avoir, parce que quelque part ça va être un bénéfice pour l'être d'avoir moins soi. Non pas parce que les autres vont avoir plus, mais parce que ce que j'aurai en moins, je vais pouvoir m'en servir pour que moi et les autres, nous soyons plus. C'est ça le pari. Il me semble que c'est celui qui essaye de faire certaines entreprises, il est à haut risque. Notamment dès qu'une institution tente de faire le bien, l'Église a 2000 ans de grandeur et de perversion pour le savoir, elle est sous menace. Vouloir le bien, c'est une chose dangereuse. Parce qu'à la fin, ça ne se décide que de personne à personne de nouveau. Mais je pense que ce risque prophétique, il est à prendre. Et qu'on commence à voir apparaître ça, non plus sous la forme d'une mode, parce que quand même, il s'agit de donner de l'argent qui est à soi ou potentiellement à soi, c'est plus simplement de la mode. C'est que ça relève quand même du choix. Je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant.